L'histoire que je vais vous raconter commence en 2012. Pardon, 2015. Je vous présente Haïfa et Marwa, deux petites filles de 4 et 5 ans que la vie n'a pas vraiment gâtées puisqu'elles sont nées en Syrie, juste avant le déclenchement de la guerre. Haïfa est née avec une très grave malformation cardiaque et la petite Marwa a été paralysée dans un bombardement sur son village. Avec leur famille, elles se sont réfugiées dans des camps en Syrie, à la frontière avec la Turquie. En Syrie, encore en Syrie, parce que leur famille n'avait pas les moyens de fuir plus loin, et à la frontière avec la Turquie, parce que là, aux frontières, les bombardements sont parfois moins intenses. C'est aussi le long des frontières qu'on installe souvent les hôpitaux, comme l'hôpital de Bab Alaoua, où ces deux petites filles avaient été soignées avec les moyens du bord, comme on peut l'être dans un hôpital de guerre. Ces deux familles ne se connaissaient pas, et c'est grâce à cet hôpital Bab Alaoua qu'un matin de mars 2015, les deux papas ont reçu dans le camp un appel en provenance de la Belgique. Un groupe de citoyens belges avait l'intention de remuer ciel et terre pour faire venir ces gens en Belgique, leur permettre de se réfugier en Belgique et d'y faire soigner leurs enfants. Leur plan, c'était d'obtenir pour ces deux familles, donc 12 personnes au total, des visas humanitaires, de demander des visas humanitaires à l'État belge, de les faire voyager en avion jusqu'en Belgique et de les accompagner en Belgique dans leur installation et dans leur parcours. Ce petit groupe de citoyens un peu fous, c'était nous. Un petit groupe de citoyens de tous horizons et de tous âges qui nous étions réunis au début de l'année 2015 avec le projet de venir en aide à notre échelle avec nos moyens à ces familles syriennes déplacées que nous voyons au loin souffrir et essayer de survivre dans cet hiver qui était vraiment très très rigoureux. Il y a eu peu d'images qui sont passées dans les médias, mais toutes les personnes de notre groupe, on a vraiment été très très touchées par ces images et on a eu besoin de faire quelque chose. En ce qui me concerne, ça a été un jour la photo d'un petit garçon mort de froid dans un camp de réfugiés au Liban. On était en janvier 2015, à quelques milliers de kilomètres de Bruxelles, et ça m'a vraiment mis en mouvement. Je ne pouvais pas ne rien faire. Voilà. Ça a été pour moi un déclic, un déclencheur, un détonateur. Et voilà, en février 2015, le 12 février 2015, on s'est réunis pour la première fois. On a eu tout de suite l'idée du visa humanitaire. C'est un régime juridique d'exception en droit belge, mais on avait envie de le tenter parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas de raison que dans des cas comme ça, on ne puisse pas utiliser ce moyen juridique-là. C'était un peu fou. On avait cette idée, mais on ne savait évidemment pas encore qui aider. Et puis on était ici en Belgique, à Bruxelles. La Syrie, c'est loin, on ne connaissait pas de Syriens. Comment on va faire? Qui on va choisir? Et c'est cet hôpital Bab Alaoua, avec lequel on s'est mis en contact, qui a sélectionné ces deux familles, qui nous a donné les noms de ces deux familles, pour chacune un numéro d'appel, cette photo des deux petites filles, en nous expliquant pourquoi il fallait les aider elles d'abord, parce qu'elles avaient besoin de médecins, de soins spécialisés et urgents qu'on ne trouvait pas là-bas. Ça nous a paru un critère raisonnable. Et les photos, les noms, le numéro de téléphone, et c'est là que tout a commencé. Notre action, nous l'avons appelée Syrie, un visa, une vie. Alors, dès le départ, tout le monde nous a trouvés très sympathiques, et notre action aussi, évidemment. Voilà, au niveau de l'optimisme par rapport à nos chances de réussite, je pense qu'il était assez modéré. Et on nous prenait un peu pour des doux rêveurs, soyons clairs. Eh bien, 5 mois plus tard, en juillet 2015, ces deux familles ont atterri à l'aéroport de Zaventem. Haïfa
a été opérée immédiatement après son arrivée, tant son état était critique. Elle a été opérée du cœur immédiatement. Et j'ai vu le rapport post-opératoire cette semaine. Et il était indiqué que le taux de réussite, enfin non, le taux de risque de mortalité de Haïfa dans l'opération était de 24,4%. Heureusement, on ne le savait pas, honnêtement. Mais c'est dire à quel point cette opération a été complexe et lourde et délicate. Et donc vraiment, les médecins qui ont réussi ce miracle, je pense que voilà, on ne sera jamais assez reconnaissant. Elle a passé quelque temps en soins intensifs et c'est une battante. La voilà de nouveau plus en forme que jamais, évidemment, parce qu'on se demande bien comment elle avait réussi à survivre jusqu'à 4 ans avec un cœur pareil. De son côté, la petite Marwa est suivie de très près pour préparer l'opération de sa jambe et la longue rééducation qui suivra pour lui permettre de remarcher un jour. Donc c'est entre de bonnes voies. Mais ce que nous ignorions encore jusqu'il y a quelques jours, c'est qu'en réalité, un autre enfant de ces deux familles était en danger de mort imminent, mais bien plus que ces deux enfants-là. Vraiment bien plus, c'est terrible. C'était Mustapha, 11 ans, le grand frère de Marwa. En fait, il s'est plaint d'une paralysie, comme ça, dans le visage, un jour. Le médecin traitant a pris les choses au sérieux, heureusement. On l'a envoyé chez un spécialiste et là, tout s'est accéléré. Ça a été ambulance, hôpital, résonance magnétique, soins intensifs. Donc, par hasard, ce petit contrôle, en fait, on a découvert que Mustapha avait dans la tête une poche parasitaire grosse de 7 cm qui était prête à se rompre à tout instant et à se répandre dans son cerveau. Comment il a attrapé ça? Enfin, la probabilité d'attraper quelque chose comme ça est très très faible, mais voilà, lui il avait ça, mais on ne le savait pas, parce que c'est grâce à sa sœur qu'il est venu en Belgique. Sa sœur était paralysée de la jambe, mais en réalité, lui, c'était la personne à soigner d'abord, mais on ne le savait pas. Donc voilà. Et il y a quelques jours, les chirurgiens de l'hôpital Erasme ont réussi le tour de force d'extraire cette poche de parasite intacte, parce que c'était ça le problème, c'est qu'il fallait la retirer intacte de son cerveau et lui sauver la vie. Et il est clair que si Mustapha avait été encore en Syrie aujourd'hui, ben, il serait simplement mort sans que personne ne sache pourquoi, évidemment. Alors ces enfants, ils avaient besoin de médecins, mais ils avaient aussi besoin de citoyens qui se battent pour eux, parce que leurs parents n'avaient pas les moyens de payer la mafia des passeurs, et qu'aussi, ces enfants, ils étaient bien trop fragiles pour survivre à cette terrible traversée par la mer et puis par l'Europe. Et ces familles, eh bien, elles n'avaient aucun lien avec la Belgique. Donc nous avons décidé que nous serions ce lien. Et dans les demandes de visa, nous nous sommes engagés à nous occuper de ces familles comme s'il s'agissait de la nôtre. Nous avons tous joint nos cartes d'identité. Nous avons fait traduire les rapports médicaux que les papas nous envoyaient des camps en photo. Nous avons trouvé des avocats spécialisés qui ont rédigé un argumentaire juridique qui allait justifier que ces personnes devaient recevoir un visa humanitaire. Et aussi, nous avons récolté l'argent, parce qu'il en fallait beaucoup, pour payer ces visas, et nous espérions les billets d'avion. Revenons un peu sur l'historique de ces visas. Donc, on était à Bruxelles, on préparait le dossier, ils nous envoyaient les documents par WhatsApp, comme on pouvait. Nous, on les faisait traduire, on travaillait avec les avocats sur l'argumentaire. Et puis, à un moment, on a été prêts. Donc, en juin, le 19 juin 2015, donc on s'est dit, OK, on va se donner rendez-vous avec les familles à l'ambassade belge à Ankara. Pourquoi en Turquie? Bien parce que la Belgique n'a plus d'ambassade en Syrie, par les temps qui courent. Et donc, on s'est dit, nous, les Belges, on va aller dans notre ambassade, à nous, pour expliquer pourquoi il faut donner des visas à ces familles syriennes. Le hic et le gros risque, c'est que ces familles ont, pour venir au rendez-vous avec nous en Turquie, elles ont dû passer clandestinement la frontière entre la Syrie et la Turquie. Cette frontière était fermée à ce moment-là. Et les gardes frontières tiraient à vue sur les clandestins. Et donc, ces familles ont dû nous faire confiance. Alors que, voilà, on n'avait aucune certitude et elles ont dû passer chacune à leur tour avec leurs 5 et leurs 3 enfants pendant plusieurs jours dans les montagnes, à marcher comme elles pouvaient, faire taire les enfants qui avaient faim, qui étaient fatigués. La petite Marwa, qui était paralysée, elle a même dû faire la traversée toute seule avec un passeur ami. Et je peux vous dire que
tous, on a prié, même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, on a prié. C'était vraiment, on savait qu'il y avait ces jours-là où ils étaient en train d'essayer de passer cette frontière et on se sentait tellement responsable parce que c'était essayer, enfin pour s'engager avec nous dans cette tentative qu'ils ont pris ce risque qu'ils n'avaient pas pris jusque-là de traverser cette frontière. Donc voilà, vraiment des moments très très intenses. De mon côté, j'avais été envoyée par le groupe de Bruxelles pour venir déposer avec eux les demandes de visa humanitaire à l'ambassade de Turquie. Et les familles sont arrivées. Et c'était la première fois qu'on se voyait. C'était un moment incroyable. Ça faisait des mois qu'on travaillait sur leur dossier. On les avait vus en photo et voilà, ils étaient là. C'était un moment d'une intensité, je pense que j'oublierai jamais. Mais c'était très dur aussi parce que ce soir-là, j'ai dû les quitter sans savoir si je les reverrais un jour. On n'avait aucune certitude de comment la Belgique allait recevoir nos demandes de visa, puisque ça ne s'était jamais fait. Et on n'avait pas de certitude, mais beaucoup d'espoir. Et 11 jours plus tard, nous avons reçu l'email de l'ambassade d'Ankara qui nous disait que les visas étaient accordés aux familles et qu'elles pouvaient prendre l'avion pour partir en Belgique. Alors on était vraiment fous de joie, mais aussi complètement ébahis par la nouvelle, puisque nous, on s'attendait à des longs mois de combat, les avocats avaient déjà parlé de recours, et enfin voilà, c'était des mois, si pas des années. Et on n'était pas prêts, on n'avait rien préparé, on n'avait pas encore de logement, ils pouvaient arriver, voilà. Donc on s'est préparé à les accueillir chez nous. Ces deux familles, on a préparé des lits chez nous. Eh bien, je suis repartie en Turquie pour aller les chercher. Et alors là, à l'aéroport de Zaventem, tout le groupe était là pour les accueillir hyper chaleureusement. Et pas seulement le groupe, pas mal de journalistes. Parce que, sans le savoir, en obtenant ces visas, eh bien, nous avions réalisé une première européenne. Et donc, notre action a été pas mal relayée dans la presse belge, mais aussi en Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie. On a eu plusieurs partis politiques aussi qui sont venus nous rencontrer pour apprendre de notre expérience. Et en tout cas, ce que les spécialistes de la matière nous ont dit, c'est que ce que nous avions fait, c'était pratiquement impossible. Mais ça, heureusement, nous ne le savions pas. Alors, dans la ligne de notre action, aujourd'hui, il y a des organisations de défense des droits de l'homme et des académiques qui étaient venus nous rencontrer, qui sont en train de travailler à la défense d'un plan plus global, plus large d'octroi de visa humanitaire. Parce que les réfugiés que nous voyons arriver chez nous, ils ont besoin de toute notre aide. Mais ce sont en réalité les plus chanceux. Ce sont les plus chanceux parce que d'abord, ce sont les plus valides. Et aussi parce que ce sont ceux qui ont réussi à rassembler l'argent pour payer la mafia des passeurs, même si c'est évidemment bien souvent en vendant tout ce qu'ils ont. Et ce sont aussi les plus chanceux parce que ce sont ceux qui ont survécu à cette traversée terrible par la mer et à travers cette Europe que l'on sait si hostile. Les personnes les plus vulnérables, elles se trouvent encore en Syrie, sous les bombes ou en train de mourir de faim dans les villes assiégées. Et sans visa, les réfugiés ne peuvent pas prendre un avion ou un bateau régulier. Et pourtant, pour venir demander l'asile, en Europe, il faut fouler le sol européen. Et donc, les personnes qui ont besoin de protection, les personnes qui fuient la guerre, qui viennent juste mettre à l'abri pour fuir les bombes, eh bien, elles n'ont pas d'autre choix que de rejoindre notre continent illégalement, clandestinement et au péril de leur vie. Est-ce que ça n'est pas absurde ? Eh bien, voici parcouru en quelques minutes cette année 2015 qui a porté le début de notre action Syrie, un visa, une vie. Et finalement, ce que nous avons réalisé avec ce petit groupe de citoyens un peu fous, certainement naïfs, mais aussi très, très déterminés et fort tenaces. Et ce que j'aimerais, c'est partager avec vous juste quelques-unes de ces choses que cette action m'a apporté depuis que nous l'avons lancée. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est aider.
Bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne ou 2 ou 10 ou 50. Si vous avez envie d'aider, aidez, parce que ça rend profondément heureux. Si vous avez une idée, un projet, ne vous dites pas « Ah ben, si ça pouvait marcher, ça se saurait ». Non, essayez, agissez. Et surtout, combattez cette résignation qui nous englue bien trop souvent. Soyez des résistants. Et moi, je ne m'étais jamais engagée pour une cause, honnêtement. Enfin, en tout cas, certainement pas comme ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que agir pour un but qui vous dépasse et auquel vous croyez sincèrement, eh bien, ça décuple vos forces. Et pas seulement vos forces, mais aussi votre courage. Et c'est ce courage qui vous permet d'ouvrir toutes les portes. Bravo! C'est pas fini. Et quand vous agirez, ne laissez personne vous enfermer sous une étiquette ou vous mettre dans une case, parce qu'on vous traitera peut-être de gauchiste, de bobo bien pensant, de catho charitable. En ce qui me concerne, mon entourage s'est demandé si j'étais pas tombée sur la tête, si j'allais vraiment devenir Mère Teresa. Et d'autres ont émis l'hypothèse que j'étais peut-être syrienne dans une vie antérieure, enfin un truc comme ça. Mais ok, très bien. On vous traitera de tout ça, mais ne laissez personne vous prendre une once de votre liberté. Et pour terminer, ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est vraiment de chercher sans relâche ce que vous avez à apporter au monde. Parce que j'ai souvent eu le sentiment que, en fait, chacun de nous dans le groupe, eh bien, nous portions quelque part en nous ce projet et que d'une certaine manière, il devait se réaliser. Parce qu'à chaque étape, tout s'est mis en place pour qu'il aboutisse, un peu comme si nous n'étions que le canal. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est laisser la vie passer à travers vous et laisser les actions exceptionnelles que vous portez se réaliser à travers vous. Voilà, j'ai été vraiment honorée de partager avec vous cette année de ma vie parce que c'était vraiment une de ces années où je me suis peut-être jamais sentie autant à ma place et aussi certainement une des plus heureuses. Merci.